suis ravi effectivement de faire un survol, j'espère bref et synthétique, justement de la gestion antithrombotique au cours du cancer. J'ai appelé ça du tac au tac parce qu'effectivement, il va falloir qu'on soit adapté, avisé et surtout concerné. Voilà mes liens d'intérêt. Donc, tout d'abord, l'histoire thrombose et cancer, c'est une dualité incendiaire qui est connue depuis fort longtemps et hélas, qui encore pêche par son ignorance, notamment auprès des oncologues. Et j'espère que grâce à la cardio-oncologie, on va pouvoir être beaucoup plus précis en matière de gestion antithrombotique. Et je compte beaucoup sur vous pour relayer un peu ce message. Toujours est-il que la thrombose dans le cancer, c'est un marqueur de mauvais pronostic parce que ça témoigne de l'agressivité du cancer et ça témoigne bien entendu du risque de mortalité qui est doublé. Et on sait que la thrombose tue le malade atteint de cancer après le cancer lui-même. Et d'autre part, ce risque il est lié au type de cancer, ça vous savez très bien, à l'état évolutif du cancer, à la résistance ou pas au traitement antithrombotique et qui lui-même, ce traitement antitumoral contribue à amplifier le risque vasculaire chez un malade qui peut avoir un profil à risque de manière intrinsèque. Donc, cette approche tridimensionnelle, cancer, patient, traitement antitumoral, doit faire pour vous la base même de votre audit. On vous a parlé de stratification, vous êtes des profilers de ce risque tridimensionnel chez ces malades atteints de cancer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement les malades qu'on traite sont de plus en plus vieux, de plus en plus comorbides, avec donc de plus en plus de vulnérabilité, ils sont à plus à risque de thrombose, avec des traitements de plus en plus efficaces, de plus en plus prolongés. Donc, le feu est de plus en plus fréquemment retrouvé de manière durable chez ces malades, donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Or, un malade atteint de cancer ne vient pas seul avec son cancer, il vient avec beaucoup de comorbidités, de comédications, de contextes qui sont susceptibles d'aggraver ce risque vasculaire. Et c'est pour ça que votre vie professionnelle n'est pas si facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une alliance de la cellule tumorale qui va venir créer un véritable, tsunami recruteur de la plupart des acteurs cellulaires, que ce soit l'endothélium, les monocytes, les polynucléaires, les facteurs de la coagulation, l'inflammation, tout ça va contribuer à devenir particulièrement collant, thrombosant chez un malade dont le cancer va profiter de cette thrombogénicité pour s'accroître. Parce que les facteurs de croissance largués par ces cellules excitées et la thrombine, qui est un véritable engrais pour la néoangiogénèse, tout ça contribue bien sûr au développement tumoral. Donc, cette affaire est délicate. Ne vous laissez pas déborder. Le traitement antitumoral, quel qu'il soit, aggrave ce risque vasculaire et notamment, il n'y a pas que la chimiothérapie, la bonne chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, non. Même les thérapies dites propres, les thérapies ciblées, si précises, ne sont pas monovalentes. Elles sont capables, par cascade, d'avoir un effet domino qui aggrave le risque vasculaire. Vous voyez qu'ils sont sur le haut du pavé, surtout avec des traitements chroniques. Et ça thrombose tôt, dans les 6 premiers mois. Mais le risque thrombotique ne disparaît pas au bout des 6 mois parce que le malade est toujours traité, le malade a toujours un cancer en lui et donc le risque est présent. Le bouclier antithrombotique doit être maintenu tant que le risque, bien sûr, est évalué. Donc, restons pluridimensionnels dans notre audit avec, là encore, l'acronyme que j'adore qui est SVP thrombose en matière de cancer. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la sévérité de la pathologie tumorale, plus elle est grave, plus c'est incendiaire, à la vulnérabilité du malade, plus la gestion sera délicate, et à la particularité du traitement antitumoral, parce que lui aussi va venir amplifier le phénomène. Et donc on nous recommande de stratifier, évaluer le risque thrombotique chez le malade atteint de cancer, et vous devez, chez le malade est à haut risque, le prophylaxer. Or cela n'est pas fait. Cette évaluation philosophique to be or not to be hypercoagulable n'est pas du tout prise en compte dans de nombreux cas. Et donc ça, c'est la non-assistance à personne en danger. Il y a des scores. Au secours, les scores. Il faut utiliser des scores à bon escient. Le score de Corona est très simple. Vous voyez ? Donc avec un score supérieur ou égal à 2, c'est un malade à haut risque. Le problème, c'est Corona, score nada. C'est-à-dire que vous avez différents types de cancers, il ne fait pas la différence entre les malades à haut risque catégorisés par son score et les malades à faible risque qui thrombosent de la même manière. Donc, il louche.
Du coup, nous avons développé un autre score, le score Compass 4, qui est pour le cancer du poumon, le cancer colorectal, le cancer de l'ovaire. Et donc, j'en oublie un. C'est pas grave, je vous le dirai demain. Donc, cancer de l'ovaire, bref. Quoi qu'il en soit, ce cancer, enfin ce score, a été évalué de manière prospective et a été validé, et l'ASCO le recommande, notamment dans le cancer du poumon, qui est un cancer donc de masse, comme étant un évaluateur fidèle du risque thrombotique, bien plus fidèle que le score de Corona. Pour le myélome, il faut utiliser des scores dédiés au myélome. Vous voyez, donc, et si les malades sont à haut risque, eh bien, on va leur mettre un traitement anticoagulant préventif, notamment les héparines de bas moléculaires. Si le malade a déjà thrombosé et qu'il a un myélome, on utilise des doses thérapeutiques pour prévenir son phénomène thrombotique. C'est comme dans le syndrome des antiphospholipides. Qui a thrombosé thrombosera, et dans ce cas-là, on utilise des doses curatives pour être prophylaxant. Qu'en est-il des syndromes myéloprolifératifs? Il ne faut pas les laisser au bord du chemin. Ils sont tout aussi incendiaires. Ça thrombose bien sûr bien plus en artériel qu'en veineux, mais pourtant, on sait très bien que le malade atteint de cancer, eh bien, que ce soit en artère ou en veine, il manque de chance. Eh bien, on a également des stratifications qui sont basées sur le contexte, le profil du malade et sur, bien sûr, le caractère inflammatoire de ce patient et qui sont, bien sûr, des arguments pour penser à protéger ce malade. Et donc, l'idée, c'est réduire les cellules tumorales par un traitement cytoréducteur et y associer un traitement antithrombotique, antiplaquettaire chez ces malades qui ont un syndrome myéloprolifératif, mais s'il a une histoire veineuse déjà, on va y mettre un traitement anticoagulant et non pas seulement antiplaquettaire. D'autre part, il faut savoir que l'histoire naturelle des cancers n'est pas du tout équivalente. Vous voyez, quand on s'intéresse par exemple au cancer du poumon, eh bien, les patients qui saignent, les patients qui thrombosent ont une cinétique qui est différente des hémopathies, où là, ça saigne beaucoup plus tôt chez ces malades. Donc encore une fois, il faut qu'on soit avisé, contextualisé, personnalisé dans cette gestion antithrombotique. Pour la prophylaxie, les héparines de bas moléculaires sont les drogues de première ligne pour cette prophylaxie. Les AOD ont tenté de démontrer leur intérêt dans leur simplicité. Eh bien, avec le rivaroxaban, c'est ni efficace contre placebo, ni satisfaisant pour la tolérance hémorragique, donc c'est ni efficace ni toléré. Et pour AVERT, on a été averti, autrement dit, attention au risque hémorragique, c'est des malades particulièrement susceptibles, notamment avec des tumeurs muqueuses ou qui n'ont pas été donc opérés. Donc, moralité, pour la prophylaxie primaire, tu utiliseras des héparines de bas poids moléculaire chez ces malades et pas les AOD. Si le malade n'est pas à risque vasculaire, disons, hémorragique, eh bien, on pourra utiliser des AOD de manière bien filée, s'il n'y a pas de comédication et si le malade n'est pas en situation d'instabilité, en hospitalisation, mais qu'il est plutôt ambulatoire et plutôt stable. Et toutes les recommandations sont sur ce type donc, de prophylaxie, encore une fois, ajustée et adaptée. Attention aux interactions médicamenteuses. Vous voyez donc sur la colonne de droite, eh bien, vous avez les héparines de bas poids, c'est green, go, 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 go. Sur la colonne de gauche, avec certains AOD, attention, il y a des interférences médicamenteuses et la liaison peut être dangereuse. Et parfois, on est surpris de voir que l'association anticoagulant et antitumoral voit disparaître l'antitumoral et pas du tout l'effet anticoagulant. Donc, ce qui paraît logique n'est pas toujours réel. Toujours est-il que pour traiter, encore une fois, la thrombose chez le malade atteint de cancer, eh bien, on peut utiliser les héparines de bas poids moléculaires en première ligne, mais on peut également utiliser les AOD si et seulement si le patient répond à des exigences, c'est-à-dire il n'a pas un risque hémorragique muqueux accru, il n'a pas d'antécédent donc de vulnérabilité hémorragique, gastro-intestinale surtout, et qu'il n'a pas de comédication qui pourrait interférer et nous gêner par la suite. Si le malade est thrombopénique, vous avez vu ça hier avec le professeur Corinne Frère, le malade thrombopénique, le seuil d'utilisation pleine dose des traitements anticoagulants est de 50 gigas par litre. Entre 25 et 50, si le malade n'est pas à risque vital, on pourra diminuer la dose de moitié. S'il est à risque vital avec une thrombose récente ou une embolie pulmonaire massive, on ne va pas tergiverser, on va transfuser pour dépasser le seuil de 50 gigas par litre et maintenir le traitement anticoagulant plein pot. Et donc, aujourd'hui, il faut ajuster les choses de manière, encore une fois, contextuelle, et cela se fait par la concertation
pluridisciplinaire. L'union fait la force. Si le malade récidive en cas de thrombose, il faut bien sûr give me 5. D'accord? Tu vérifies que la thrombose, elle est bien confirmée par un examen donc, complémentaire, que le malade a bien été compliant, qu'il a bien pris son traitement, que la posologie utilisée était correcte, qu'il n'y a pas de comorbidités nouvelles qui sont apparues, qui ont donc déséquilibré la balance, et surtout qu'il n'y a pas de comédications qui ont changé cette pharmacodynamique, cette pharmacocinétique. Et s'il récidive, qu'il était sous héparine de bas poids moléculaire à bonne dose, vous augmentez la dose d'héparine de bas poids moléculaire de 25 à 30%. S'il était sous une quelconque autre molécule, AOD par exemple, ou même AVK, qui est une caca en matière de cancer et thrombose, vous le mettez aux héparines de bas poids moléculaire. Donc en conclusion, patient cancer thrombose, c'est un patient compliqué à traiter, parce que c'est une myriade de comédications, comorbidités, complications, complexités, et donc il faut rester judicieux et surtout avisé. Donc en prévention primaire, vous évaluez le risque et vous prophylaxez comme il faut, le temps qu'il faut, ces patients en les surveillant. Et pour le traitement, vous allez utiliser l'héparine de bas poids moléculaire qui, elle, aujourd'hui, donc, reste le gold standard. Et l'AOD, c'est une option qu'il va falloir discuter, réévaluer et certainement intéressante à utiliser si, encore une fois, elle est justement adaptée. Je vous remercie.